Une personne qui était un ancien sous-marinier, il a été militaire, aujourd'hui il est ingénieur civil de la défense, il a rejoint en 2014 l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire, il a en charge le développement d'innovations pédagogiques au sein du School Lab, donc il dirige, il fait partie des piliers du 2MF et c'est à lui qu'on doit notamment le Maintenance Immersive Lab, ce laboratoire des technologies nouvelles. Régis Tonnet. Bonjour Régis. On peut l'applaudir. Régis va nous parler d'un sujet pertinent. En maintenance, innovation n'est pas de disruption. Voici le timer, voici la télécommande, et c'est parti pour 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vaste sujet, on va parler de l'innovation. L'innovation, est-ce que c'est une disruption ou pas? Donc c'est quand même un vaste sujet et on va essayer de faire quelque chose de sympathique en 20 minutes, mais on n'en aurait pas assez. Il faudrait un forum complet par rapport à ces questions d'innovation. Alors si on regarde un petit peu la première innovation qu'on pourrait trouver dans l'humanité, ben moi je trouve que le biface c'est quand même quelque chose de super innovant. C'est né il y a 1,7 million d'années en Afrique de l'Est et c'est Homo erectus, un de nos grands ancêtres, qui a fabriqué cet outil qui lui a permis de couper, tanner de la peau, donc qui a changé un petit peu la vie de l'humanité. Et ce qui est assez fabuleux chez l'être humain, c'est qu'on ne s'arrête jamais là, bien sûr, on veut toujours perfectionner nos outils. On en a fait des couteaux de cuisine, Pourtant, on avait, au fil de l'histoire, on avait des lames de silex qui nous permettaient de nous raser de très près, mais on est quand même allé sur la lame en acier. Et aussi le couteau en téflon, parce qu'on continue, on ne s'arrête pas là. C'est vraiment une caractéristique de l'être humain. Il écrit son histoire dans ses outils, dans le perfectionnement de ses outils, et aussi dans son architecture. Si on regarde la ville de Toulon à 50 ans d'écart, si on a une photo aérienne, une vue aérienne, on verra qu'on inscrit vraiment notre histoire aussi dans l'architecture. Alors il y a eu quelques essais un peu malheureux, ce que vous avez peut-être connu, le couteau électrique pour couper les rôtis du dimanche. Et puis le pire des trucs, c'est le couteau en plastique qu'on nous met dans certains repas qui casse quand on essaye de couper l'agneau pascal. Voilà. Mais l'idée, c'est de se dire, tiens, l'être humain, finalement, c'est quelqu'un qui essaie en permanence d'améliorer ses outils. Alors on confond souvent innovation et invention. L'invention, c'est l'idée première, c'est l'idée d'un nouveau système, d'une nouvelle façon de collaborer, de nouveaux types d'organisation. Et l'innovation, finalement, c'est le véhicule qui va permettre de faire naître cette idée de sorte à ce qu'elle soit utilisée par le maximum de personnes. Si je prends si je reviens un petit peu en arrière chez nos amis de la Grèce antique, chez Platon, il y avait deux mondes. Il y avait le monde de l'idée et le monde du sensible. Et le monde de l'idée, c'était un petit peu l'invention. Je peux penser à un couteau. Mais le monde de l'innovation, c'est ce qui va permettre de faire naître ce couteau. Alors on pourrait penser à un couteau sans manche. Mais si on imagine un couteau sans manche et sans lame, finalement, on n'a pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment l'objectif de l'innovation, c'est de faire en sorte que cette idée, elle naisse aussi dans le monde sensible et qu'elle soit utilisable par la plupart d'entre nous. Et ça nécessite quand même des transitions qui peuvent être longues et complexes. Et si vous vous êtes frotté un petit peu à l'innovation, vous vous rendez vite compte que c'est assez long pour que ce soit accepté dans la société. L'OCDE nous donne 4 grandes familles d'innovation. Alors là, il y a un site qui est très bien fait, Agorize, qui synthétise un petit peu tout ça. Alors on va trouver l'innovation incrémentale. Là, c'est plutôt l'amélioration d'un produit ou d'un service sur un marché de façon continue. Si vous avez des iPhones, vous êtes peut-être à l'iPhone 14, alors moi je ne suis pas iPhone, mais on voit bien que cette innovation incrémentale, on va prendre un produit déjà existant et on va le faire évoluer. Ensuite, on a l'innovation adjacente. On a un produit qui est déjà existant, puis on s'aperçoit qu'on peut aussi aller chercher d'autres technologies autour pour l'améliorer. Et ça, souvent, ça se traduit par le rachat de start-up par des entreprises. On le voit un petit peu dans l'actualité, surtout en ce moment au niveau de l'IA. Dès que quelqu'un fait quelque chose d'assez sympathique qui ressemble un peu à ChatGPT, les plus gros cherchent à racheter
cette entreprise. Et donc, c'est ça l'innovation adjacente. L'innovation disruptive, c'est plutôt proposer un produit, un service qui est déjà existant, mais en simplifiant son usage ou son modèle économique. Alors, l'exemple parlant, c'est Free. Quand Free est arrivé avec son forfait à 20 € illimité, eh ben, ça a bousculé le marché, ça a forcé les autres opérateurs téléphoniques à changer leur modèle économique. Et c'est ça l'innovation disruptive. Ensuite, on a l'innovation radicale. Ben là, c'est la création d'un tout nouveau produit, ben, par exemple les smartphones, la télévision, des choses qui n'existaient pas avant, la tablette aussi d'Apple, des choses qui n'existaient pas avant et puis qui arrivent dans le paysage et tout d'un coup, ça crée un nouveau besoin et un nouveau produit. Les défis de l'innovation, alors j'en ai isolé 3, mais il y en a bien plus que ça, hein. C'est un impact sur les industries. Alors si on prend l'exemple d'Internet et des services de partage, hein, on parle aujourd'hui d'ubérisation, hein, mais ça a vraiment mis de la disruption sur les marchés des taxis et des hôtels, hein, Airbnb, Uber. Donc on a bousculé complètement des concepts, des usages, hein, des utilisateurs et aussi des modèles économiques complets. Et maintenant, il faut s'adapter. Et on observe aussi des changements significatifs dans les secteurs de la finance avec des banques en ligne qui permettent de boursicoter beaucoup plus facilement qu'avant. Et ça aussi, ça perturbe aussi les habitudes et la partie économique. Les avantages en fait d'une innovation, ça peut être l'augmentation de la concurrence, hein. Je prenais l'exemple de Free tout à l'heure, hein. Donc ça permet aussi à nous utilisateurs peut-être de bénéficier de services un peu moins chers puisqu'on a eu des gens qui ont un peu bousculé le marché. Ça stimule l'innovation, la concurrence des prix. Et ça introduit aussi de nouveaux modèles d'affaires plus flexibles et plus adaptatifs, hein. On veut tous faire des choses collaboratives, on veut tous être dans des méthodes agiles. Et ça, c'est grâce à l'innovation. Et il y a aussi un défi réglementaire, hein, parce que dès qu'on va prendre un nouveau produit, il va bien falloir lui trouver un espace déjà commercial, mais aussi un espace juridique. On peut penser à la sécurité des données, on peut penser à tout un tas de choses, ou comment je survis quand je suis un hôtel et comment, quand je suis le maire d'une ville, je fais face à l'Airbnb qui vient prendre une part de marché sur les gens qui doivent se loger, trouver des logements à l'année, quand j'ai de plus en plus d'appartements en Airbnb. Donc là, il y a vraiment un défi réglementaire qui remonte même à l'échelle politique. La sociologie de l'innovation, il faut en parler. On a souvent soit de l'adoption, soit de la résistance au changement, hein, le fameux « c'était mieux avant ». Alors il y a des gens, ils foncent de suite dans l'innovation, et il y en a d'autres, il leur faut un petit peu plus de temps. Ils ont ce frein parce que ils avaient des habitudes et on vient les bousculer. Et là, c'est aussi un travail d'accompagnement pour que ces innovations puissent être utilisées par tous. On a aussi des impacts sur les compétences et l'emploi, hein. Si vous faites vos courses à Carrefour, vous vous rendez compte que la caissière n'a pas le même travail. Vous vous rendez compte que maintenant, avec une caissière, elle va gérer plusieurs caisses. Donc, c'est des emplois qui vont changer. Alors, c'est des emplois chez Carrefour, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. On a ce problème-là et aussi des compétences à acquérir maintenant pour occuper ces nouveaux emplois issus des innovations. L'inégalité dans l'accès à l'innovation, il y a des facteurs socio-économiques ou géographiques qui peuvent nous empêcher d'accéder aux innovations. Les territoires les plus reculés ont mis du temps à avoir la fibre, par exemple, ou moi j'ai grandi dans les Pyrénées, là où nos cousins inférieurs des grandes villes avaient 6 chaînes, nous on n'en avait que 3 et ça a duré très longtemps. Et ça aussi, c'est cette inégalité qu'il faut arriver à combattre si on veut que vraiment l'innovation passe complètement dans la société. Et dans l'innovation, il y a toujours des perdants et des gagnants, hein. Forcément, il y a peut-être des métiers qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et là, il faut une vraie agilité de la société pour gérer tout ça. Pour innover, il faut comprendre l'utilisateur, comment l'utilisateur y réfléchit, comment il agit dans sa vie courante. Alors c'est un modèle assez simplifié, hein, de nos processus cognitifs. Quand on est face à une situation, on a une compréhension de la situation et pour agir en compétence dans cette situation, on va mobiliser des ressources qui sont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et avec ces ressources-là, ça va nous permettre d'agir en compétence dans la situation. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, notre cerveau il devient routinier.
Ça nous arrive à tous, hein, on part le matin de la maison en voiture pour arriver au travail et on ne se souvient pas de ce qui nous est arrivé pendant le trajet parce qu'on était perdu dans nos pensées. Parce que justement, ce modèle-là cognitif, on le maîtrise complètement. On maîtrise complètement la conduite automobile, on connaît absolument le chemin et on s'est libéré de l'espace pour pouvoir penser à la réunion embêtante de la matinée sans faire attention à la conduite. Mais soyez certains que si un passant traverse au mauvais endroit, vous appuierez sur la pédale de frein au bon moment. Quand on amène une innovation, ce schéma-là, on le met à mal. Imaginez mon Homo erectus avec le couteau électrique pour couper le rôti du dimanche. Si on ne lui a pas expliqué comment on s'en sert, si on ne lui a pas donné les bons savoir-faire, le bon savoir-être pour l'utiliser, il faut aller le brancher sur une prise électrique, etc., il va pas adhérer à cette innovation. Donc une innovation, ça veut dire des changements profonds aussi dans la formation des gens qui vont utiliser ces innovations. Alors, j'ai pris un exemple d'innovation que nous, on a réalisé à l'école de navigation sous-marine. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'était un simulateur pour former les barreurs de sous-marins type Ruby. Donc c'est un gros simulateur, là, on n'en voit qu'une partie. Il fallait un instructeur pour le mettre en route et dessus, on pouvait former qu'un élève. On nous a dit qu'il faudrait former plus d'élèves. Bon, nous, on a fait des simulateurs sur écran et on en a fait 7. En faisant 7 simulateurs comme ça, l'instructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient me voir, il me dit, t'es bien gentil avec ton innovation, mais moi je suis tout seul. Est-ce qu'on va embaucher 6 instructeurs de plus? Non, on ne va pas embaucher 6 instructeurs de plus, mais comme on est très malin, nous, on t'a fabriqué un logiciel qui va scénariser le simulateur et il n'y aura plus besoin d'instructeur, l'élève ira faire ses séances sur le simulateur. Toi, tu auras juste à aller sous forme de puzzle, imbriquer des petites briques pour créer un scénario complet. Il y a un agent vocal qui pourra discuter avec l'élève, etc. Donc si je reviens sur le schéma cognitif de tout à l'heure, le pauvre instructeur, il est perdu. Déjà, il perd son territoire de formateur en fait. Parce que là, il me dit, mais ce n'est pas une machine qui va me remplacer. Oui, non, ça, on ne va pas te remplacer par une machine. Donc il y a cet accompagnement à l'innovation. Par contre, ce qu'on lui a expliqué, c'est que tu vas pouvoir te concentrer sur des tâches un petit peu plus nobles. Parce que quand tu passes des heures à apprendre l'IHM d'un poste de conduite à des élèves, tu as peut-être autre chose à apporter de beaucoup plus intéressant. Et ça, la machine pourra le faire si tu as fait le bon scénario. Donc c'est cet accompagnement-là qui est vraiment super important si on veut que nos innovations, elles soient vraiment, elles servent les utilisateurs. Alors la conclusion pour la maintenance, alors c'était le thème de la conférence. Est-ce qu'on y est finalement? Est-ce que l'innovation en maintenance est disruptive? Moi, je vois beaucoup les maintenanciers utiliser la clé à molette ou d'autres outils. Et aujourd'hui, ils utilisent toujours la clé à molette et d'autres outils pour les mécaniciens. Si je vais voir un petit peu chez les électriciens, le multimètre ou la pince à fusible, aujourd'hui, grâce à l'innovation, ils utilisent toujours le multimètre et la pince à fusible. Alors, il y a bien la réalité augmentée, la réalité virtuelle. J'en vois pas beaucoup, en fait. Ce que je vois beaucoup, moi, c'est le carnet et les crayons. Donc, on n'y est pas encore tout à fait, on est encore sur le terrain. Et finalement, en fait, nos maintenanciers, ils utilisent leur cerveau, les outils qu'ils ont à leur disposition, et ils vont s'adapter pour garder les installations à leur plus haut niveau de disponibilité. Donc, on n'a pas encore trouvé l'outil génial qui va permettre à nos maintenanciers de faire de la maintenance innovante. Le bon chemin pour y arriver, en fait, c'est d'être ensemble. On se regroupe tous ensemble, c'est un peu la marine, c'est l'esprit d'équipage. L'Université de Toulon, la BN de Hyères, Formet Campus, le CNAM, le lycée de la Cordeille, le FanLab, le ComLab qui sont présents aussi ici. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près des utilisateurs, au plus près du soldat, au plus près du marin, pour voir ce dont il a vraiment besoin. Et là, on va pouvoir lui faire gagner du temps sur sa maintenance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Régis. Est-ce qu'il y a des questions, Karim ?
Merci Régis pour ta présentation qui fait toujours plaisir. Alors, ma question, c'est, on entend énormément dans les salons des évolutions, réalité augmentée, puis je ne sais quoi d'autre. Et le risque, c'est de... Enfin, du moins, il faut être attentif à ne pas oublier les fondamentaux, comme tu rappelles. Et les fondamentaux, c'est important. Je pense que c'est les outils qui évoluent, mais l'aspect qui me semble incontournable, c'est l'accompagnement, comme tu l'as dit. Il faut bien expliquer l'exemple du couteau électrique. Et lorsque cette approche managériale n'est pas faite, eh bien, on a l'impression que ça roule, mais en réalité, les gens restent dans leur système classique. Comment faire, souvent on dit, oui, votre 4.0, 5.0, vous êtes intéressant, mais moi, si j'ai mon 1.0, ma clé de 13 dans ma caisse à outils, quand j'en ai besoin, ce sera déjà bien. Donc, comment est-ce que tu vois ça dans l'aspect accompagnement et surtout dans la partie, comme tu as expliqué, l'approche managériale, pour expliquer que ces innovations vont effectivement apporter quelque chose pour libérer, en fait, pour d'autres tâches. Quand on se rend compte qu'un tiers du temps, le responsable maintenant, c'est devant son tableur, je ne donnerai pas de marque, à se dépatouiller entre les données qui viennent de je sais quel MES, de GMAO, pour essayer d'en faire un tableau de bord, alors que son métier, c'est d'animer les équipes. Voilà. Ma question, c'est comment tu vois ça ? Alors en fait, la première chose à regarder, on l'a vu sur la première diapo, on a fait de l'import d'innovation depuis Homo erectus, et peut-être avant, mais on ne le sait pas. C'est déjà d'aller observer notre maintenancier. Il y a une histoire et une génétique qu'il faut absolument respecter en fait. Quand on regarde un mécanicien sur un sous-marin, ou peu importe un maintenancier sur un sous-marin, c'est la population que je connais la mieux, ils ont des petits carnets avec des stylos dans la poche, en fait. Et il y a eu des essais, on a essayé de leur donner des tablettes, etc., avec la dock et tout ça. Mais se déplacer dans un sous-marin avec une tablette de 15 pouces à la main, ou même de 10 pouces, c'est pas possible, parce qu'il y a des échappées à monter. Et quand on a fait ça, comme le sous-marinier est quelqu'un d'assez poli, il remplit la tablette, mais elle reste au poste de conduite. Il repart avec son carnet, il marque sur son carnet, et ensuite il va remplir la tablette. Je dirais que si on veut vraiment passer ce cap du numérique, amener l'innovation, il faut d'abord passer du temps avec les gens qui travaillent et regarder comment ils travaillent et quelle est leur histoire. Parce que c'est pas le jeune de 20 ans, s'il a toujours un carnet, c'est parce que l'ancien qui a aujourd'hui 80 ans avait déjà un carnet. Et comment je peux lui remplacer ce carnet ? Et puis, est-ce qu'il faut vraiment le lui remplacer ? C'est aussi la question, des fois on veut pousser de l'innovation à des endroits où il n'y en a pas besoin. Maintenant, l'outiller pour qu'il gagne du temps sur la lecture des plans, sur des fiches opérateurs, oui, ça on peut faire, mais il n'emportera pas de toute façon, parce que dans une industrie, à part si on travaille dans un truc où il y a énormément de place, il n'emportera pas avec lui l'ordinateur ou la tablette. Il va aller préparer son intervention, il va peut-être se préparer une fiche sur son carnet, c'est ce qu'il fait réellement, et ensuite il va aller sur place, parce que maintenant en plus il doit avoir un casque, des chaussures sécurité, des outils. Si en plus on lui met la tablette, le casque de réalité augmentée, ça c'est aussi sympa, mais se déplacer dans une industrie avec des tuyaux et déjà qu'avec le casque on se cogne, j'ose pas imaginer la durée de vie du casque de réalité augmentée. Donc c'est d'abord l'observer et pas pousser de l'innovation pour pousser de l'innovation. S'il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Peut-être que souvent, elle est juste un petit peu organisationnelle. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, interrogations ? Oui. Je vous amène le micro. Oui, Régis, j'ai bien apprécié ta présentation. Je voudrais savoir, tu as montré à la fin une innovation que tu as menée pour la formation des équipages. Donc, tu avais un tableau de formation, maintenant tu en as 7. Est-ce qu'il y a une mesure de performance du résultat à la fin ? Est-ce que les jeunes sont mieux formés ? Est-ce que tu mesures si les jeunes sont mieux formés qu'avant ou pas ? On n'a pas encore de données là-dessus. L'innovation que j'ai présentée est très peu utilisée parce que, justement, elle n'était pas issue de la volonté des formateurs.
Voilà, c'était une volonté de la direction. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur. J'en fais partie de la direction, donc il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais on avait justement oublié cet aspect je vais voir le formateur. Par contre, on a eu une autre innovation qui est venue du formateur. C'est un simulateur pour démarrer des moteurs diesel sur des sous-marins. Alors, il faut imaginer, quand on est sous l'eau, démarrer un moteur diesel, c'est pas simple. Il y a des vrais risques parce qu'on va aspirer de l'air à l'extérieur. Il y a de vrais risques de noyage du moteur diesel si on ne maîtrise pas la procédure. Et là, on a conçu un simulateur en 3 mois. C'est des élèves en stage de CITEC qui l'ont conçu entièrement. Et là-dessus, sur ce simulateur, oui, j'ai de vraies retombées parce que les élèves, ça leur permet de s'entraîner à lancer un moteur diesel. Et on a tous les équipages qui viennent, avant de partir à la mer, s'entraîner pour revoir les... Donc, c'est vraiment... il faut que cette innovation, si on n'inclut pas l'utilisateur dès le départ, si on va pas le regarder, hein, son histoire et sa génétique, ce dont il a vraiment besoin, mais ça ne marchera pas. Donc non, j'ai pas, on sait qu'on est sur le bon chemin par rapport à ce barreur. On le reproduit aujourd'hui sur des consoles de centrale opération pour des suffrains. Ça marchera parce que dès le début, on a inclus les formateurs dans cette innovation-là. Merci beaucoup Régis Tonnet de cet éclairage sur ce sujet.